Si j'interroge un gérant actif, il va me dire le problème des ETF, c'est Et tu l'as fait d'ailleurs. Et je l'ai fait plusieurs fois sur ce plateau, des gérants qui battent d'ailleurs le marché. Il y en a qui battent le marché depuis plus de 30 ans. Je pense à William Higgins sur les small cap européennes. Ouais. D'ailleurs, on remarque que c'est des niches sur lesquelles ils arrivent à battre le marché. C'est très dur de battre un indice global très très profond. Donc ces gérants, ils me disent tous la même chose. Ils me disent c'est super, je comprends l'intérêt. Par contre, ça fait survivre des sociétés qui ne devraient pas être là, ou ça survalorise des sociétés qui ne le méritent pas parce qu'en fait, les émetteurs achètent tout. Ils achètent tout le S&P 500, ils achètent tout le CAC 40, ils achètent tous les indices européens et donc ils achètent aussi les valeurs qui sont peut-être un peu moins qualitatives. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Je leur dis, regardez les chiffres parce qu'il y a toujours la théorie et la pratique. Donc ça, ce serait vrai si les ETF représentaient 100% du marché. Et là, je prends tout à fait l'argument. Mais les États-Unis, qui sont le premier marché sur lequel les ETF ont été lancés et se sont développés, aujourd'hui, quand vous regardez le marché américain, le marché des actions américaines, disons que ça fait 100, vous avez 70 actions qui sont détenues en direct par des investisseurs particuliers, institutionnels, donc qui achètent directement Apple, Nvidia, etc. Vous avez 15 qui sont détenues par des fonds actifs et 15 qui sont détenues par des ETF. Donc moi, je veux bien entendre l'argument, mais le jour où les ETF représenteront 100, aujourd'hui, ils ne représentent pas 100, ils représentent 15. Mais les 15 grandissent, j'imagine, très vite. Alors, les 15 grandissent. Mais par exemple, quand vous regardez les volumes qui sont traités tous les jours, les ETF, c'est 5% des volumes traités sur la bourse américaine. Donc, avant que l'ETF ait un poids qui justifie une telle critique, il va falloir quand même que ça croisse encore beaucoup. Et à ce moment-là, très bien, on en reparlera, mais on a quand même plusieurs années, si ce n'est décennies devant nous. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Il y a une autre peur que je vois énormément, tu as parlé tout à l'heure de la bulle .com, c'est l'explosion de la bulle des ETF. Tu vois, aujourd'hui, il y a eu une grosse baisse de marché. Qu'est-ce qui se passerait si, en fait, on rentrait en crise et que les marchés chutaient fortement et que les émetteurs seraient obligés de vendre des titres pour rééquilibrer les portefeuilles ? Est-ce que finalement, on ne partirait pas dans un effet extrêmement dangereux de cycle infernal où plus le marché baisse, plus les émetteurs vendent, plus ils font baisser le marché et ils créent une crise liée à leur actif? Alors ça, c'est pas propre aux ETF. C'est propre à toute phase de consolidation, voire de crack sur un marché d'actions. Un marché d'actions, naturellement, c'est sensible à ce qu'on appelle les narratifs, les histoires. Donc ça, on a un prix Nobel qui l'a démontré. Et donc, à un moment donné, le marché est optimiste, le marché monte, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et puis, à un moment donné, un doute s'installe. On verra si ce qui est arrivé aujourd'hui alimente ce doute. En tout cas, il y a un grain dans la machine. Voilà, il y a un petit grain de sable. Et là, il y a ce qu'on appelle un phénomène de ruée vers le portillon, c'est-à-dire que tout le monde se dit il faut que je sois le premier à vendre. Les premiers qui vendent, forcément, déséquilibrent le rapport entre l'offre et la demande. C'est pour ça qu'on parle d'un marché, c'est un rapport entre l'offre et la demande. Ça alimente la baisse et ça amène d'autres acteurs à vouloir liquider leur position. Mais ça, ce n'est pas du tout propre aux ETF. Les ETF ne sont qu'un moyen de réaliser ces ajustements de portefeuille, comme on peut le faire au travers de fonds et comme on peut le faire au travers des titres en direct. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est finalement quel est le niveau de confiance générale vis-à-vis des capacités de performance et surtout de croissance des résultats des entreprises d'un marché donné. Et aujourd'hui, même si ce qui s'est passé aujourd'hui sur les valeurs de la tech, en particulier sur tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, effectivement, c'est l'ombre d'un doute. On va voir si ça se confirme ou pas. Globalement, il n'y a pas trop de doute sur l'économie américaine. On en parlait tout à l'heure quand on a commencé cet entretien. L'économie américaine, et ça ne date pas de Trump en novembre, ça date peut-être même de Trump en 2016. La manière dont fonctionne l'économie américaine depuis 2016, c'est des budgets
en déficit massif. C'est quoi, c'est 7% par an le déficit? Entre 7 et 8% en 2023, en 2024. Plus que la France, pour rappel, en mais France. Plus que la France, mais bien sûr, c'est des niveaux et surtout, les montants sont énormes. De déficit énorme. C'est du déficit qui vient financer de l'investissement. Et donc cet investissement, c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau de l'activité économique, donc de la croissance, et c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau de la consommation, donc des revenus des ménages. Donc arriver à faire dérailler une économie avec 8% de déficit budgétaire, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. D'accord ? Et il se trouve que les États-Unis, aujourd'hui, parviennent sans problème à se financer. Tu évoquais tout à l'heure les taux longs à 4,80 sur le 10 ans américain, on est à 4,50 aujourd'hui. Mais à 4,50, quand vous avez une économie qui croît entre 2 et 3% et une inflation qui est quelque part entre 2 et 3%, c'est juste un niveau neutre. Nous, ça nous paraît énorme parce qu'on n'est pas habitué à ces niveaux de taux. Mais 4,5% aux États-Unis, c'est presque trop peu. Nous, on a des gérants chez BlackRock qui, à ce niveau de taux, ils vendent les obligations américaines parce qu'ils pensent que le taux sur les obligations américaines, il devrait monter encore. Donc, en fait, en pratique, ce qu'on peut dire de l'économie américaine, ce qu'on peut dire du marché américain, c'est oui, il peut y avoir à un moment donné un risque, mais on ne peut pas non plus construire un portefeuille pour un risque extrême qui a une probabilité d'occurrence et de réalisation qui est très faible. C'est le fameux signe noir, c'est le signe noir, voilà. C'est signe noir. Après, on peut choisir de construire un portefeuille pour se protéger contre tous les signes noirs. Mais à ce moment-là, la réponse, c'est le cash.